Hello, bienvenue sur Reportart et aujourd'hui c'est le bilan culturel du mois d'avril et comme d'habitude on va commencer par les films. J'ai vu sur Arte un film documentaire qui s'appelle Adolescentes et qui va suivre sur plusieurs années deux adolescentes, je ne sais plus d'où mais du sud-ouest de la France et voilà, le documentaire va les suivre au cours de cette période un peu particulière dans la vie, jusqu'à la fin de leur lycée et quand elles vont savoir un peu où elles vont partir en école sup. Du coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que on suit deux meilleures copines qui viennent pas forcément du même milieu. Donc déjà on voit quelques petites différences entre les différents foyers et c'est un peu un documentaire témoignage aussi d'une adolescence dans une certaine époque. Adolescence dans laquelle je me suis à peu près retrouvée parce que je crois que j'ai peut-être 1 ou 2 ans de plus que les deux jeunes filles qui étaient dans le documentaire. Donc forcément, il y a des choses qu'on a découvert en même temps. On a quand même eu aussi une adolescence avec les débuts du téléphone, etc. Donc c'est pas forcément le cas par exemple de l'adolescence de nos parents, ce genre de choses. Donc je me suis pas mal retrouvée dans certaines choses, d'autres moins. Mais c'est normal puisque chacun a son expérience de son adolescence, évidemment. Donc franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa et très empreint de nostalgie. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Et ensuite, franchement, j'ai regardé plusieurs documentaires puisque je travaillais encore à ce moment-là. Donc pendant le récollement, comme d'habitude, j'écoute mes petits docus et là, c'est encore sur Arte et c'est les femmes sous le Reich qui vont analyser un peu la place qu'ont pu avoir ces femmes sous ce régime et au sein des nazis notamment. Donc c'est un documentaire que je ne recommande pas à tout le monde parce qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles qui sont abordées tout au long du documentaire et plus particulièrement vers la fin. On va suivre le parcours de gardiennes de camp, de jeunes adolescentes dans les espèces de jeunesse hitlérienne mais version fille, des femmes de l'idéal de la femme aryenne. Enfin, ça a abordé tout ça et montré que généralement quand on parle du Reich, on a l'image que d'hommes et pas forcément de femmes, mais il y a aussi des femmes qui ont pris part à tout ça. Et c'était important de le mentionner, et il y a tout un enjeu d'ailleurs autour des procès des femmes qui ont été actives, très actives, dans et sous cette dictature, où en fait dans les procès c'était impensable pour les jurés de se dire qu'une femme pouvait être capable de telles violences, de telles horreurs et tortures. Et du coup, beaucoup d'entre elles ont eu des peines très légères comparées à ce qu'elles ont pu faire, parce que dans la tête, parce que dans les procès, on se disait, elles ont fait ces choses-là par pression. Elles ne pouvaient pas avoir un rôle si important, elles étaient par exemple seulement l'assistante du médecin et pas la médecin. Bref, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Moi j'aime beaucoup la période de la Seconde Guerre mondiale et du coup j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a apporté quand même pas mal de nouvelles informations. Ensuite, un documentaire un peu plus léger, un peu plus tranquille, que tout le monde pourra regarder, je n'ai plus du tout le titre, mais c'est sur les impressionnistes, puisque cette année, on fête les 150 ans du début des impressionnistes, puisque c'est en 1874 qu'a lieu la toute première exposition impressionniste. À l'époque, c'est quand même à l'époque, c'est une expo qui va pas trop plaire et qui va pas forcément rentrer dans les annales, on va dire, mais en fait c'est un marqueur important où on remarque que ce petit groupe d'artistes veut se détacher de l'académie, n'est pas d'accord avec ce qui se passe d'un point de vue académique et classique, et veut voler un peu de ses propres ailes, explorer de nouveaux horizons qui ne sont pas forcément permis et valorisés par l'académie. C'est un gros résumé, mais en tout cas c'est pas mal pour déblayer un peu qu'est-ce que l'impressionnisme, qui sont les acteurs dans ce groupe-là, parce qu'il est très hétérogène et on se rend compte très vite aussi qu'il y a des artistes qui sont pas du tout,
qui ont été qualifiés d'impressionnistes parce que présents lors de ces expos-là, mais qui n'ont pas du tout un style impressionniste. Enfin bon bref, de toute façon c'est toujours le problème de caser des styles dans des cases, mais franchement je l'ai trouvé super sympa, et surtout qu'il est très immersif puisqu'on a des acteurs qui jouent Monet, Morisot, Degas, etc. Donc franchement je vous le recommande, il est facile de compréhension même si vous y connaissez pas grand chose en histoire de l'art. Franchement il était très bien fait et très sympa à voir. Et ensuite le dernier documentaire que j'ai vu, comme le mois dernier j'étais encore dans ma phase True Crime, forcément au début du mois je l'étais encore. Donc cette fois c'est un documentaire Netflix, je ne sais évidemment plus comment il s'appelle, mais on va suivre l'histoire de Jennifer qui a été victime d'un cambriolage qui a très très mal tourné, où ses parents ont été tués, et elle était attachée à la rambarde de l'escalier de chez ses parents, sauf que quand les enquêteurs vont diguer un petit peu plus dans cette affaire, ils vont se rendre compte que ce n'était pas un simple cambriolage, et que l'histoire est bien plus compliquée. Comme d'habitude, je ne vous révèle pas toute l'affaire, pour que vous puissiez la découvrir pendant ce documentaire. C'est un documentaire, je pense, qui est ok pour les plus sensibles, parce qu'il n'y a pas dans mes souvenirs, on décrit pas du gore, donc je crois que ça va aller, mais comme d'habitude, regardez les trigger warnings par rapport aux sujets qui sont abordés dans ce documentaire. Mais voilà, je connaissais déjà cette affaire qui m'avait quand même pas mal marqué, et du coup j'étais contente de la découvrir sous un nouvel angle, et non, j'ai trouvé que franchement c'était bien construit, etc. Et que tous les éléments que j'avais en tête, je les ai re-eus là, et j'ai pas forcément appris de nouvelles choses, donc si vous connaissez l'affaire, peut-être que vous apprendrez pas de nouvelles choses. Mais voilà, j'étais à la recherche de petits documentaires pour faire passer le temps au travail, donc ça c'était plutôt parfait. Et ensuite on va passer aux séries animées. Donc ces mois-ci, j'ai repris Nana, qui est évidemment un manga super connu. Donc je l'ai repris, je l'ai pas fini, donc je vais ne pas faire un bilan là-dessus, parce que c'est un animé que j'avais regardé quand j'étais plus jeune. Je pense que j'ai commencé à le regarder au collège, et je pense que je n'aurais pas dû commencer à le regarder au collège. Ce qui fait que quand je regarde Nana, je suis emplie d'une nostalgie et d'une espèce de tension. Je suis vraiment pas à l'aise quand je regarde Nana. Genre vraiment on sent je sais pas, la mélancolie et la poisse japonaise, je sais pas comment décrire ça, mais il y a une ambiance très particulière. Du coup, je regarde en ce moment un peu Nana, mais j'y vais vraiment un épisode toutes les 2 semaines, quoi. Vraiment, je sais pas pourquoi ça me met dans cet état, Nana, mais bref. Donc je voulais diguer un petit peu plus les œuvres de cet artiste, et du coup j'ai regardé Paradise Kiss, et là, franchement, j'ai adoré. Surtout en fait que ce que j'aime dans Nana et Paradise Kiss, c'est cette esthétique fin années 90, années 2000. J'aime trop, genre vraiment les tenues des personnages, le design, etc. Vraiment c'est un truc qui me plaît trop à l'œil. En plus de ça, elle a beaucoup de références mode, et notamment Paradise Kiss, il me semble que c'était publié dans une revue de mode japonaise avant que ce soit un manga, et avant que ce soit évidemment l'animé. Franchement, encore une fois, on a cet aspect un peu nostalgique, etc. Mais ça serait bien que je vous raconte de quoi ça parle. Donc on va suivre Yukari, il me semble que c'est ça son prénom, qui est vraiment une jeune lycéenne japonaise plutôt banale, très concentrée sur ses études, très sérieuse, mais on se rend vite compte qu'en fait elle est qu'elle veut être bonne élève, réussir sa vie scolaire et aller dans une école supérieure pour faire plaisir à ses parents, et qu'elle a suivi un peu ce chemin par défaut, sauf qu'un jour elle va rencontrer une bande d'ados de son âge qui eux sont dans une école technique spécialisée en mode, et elle va découvrir un peu ce que c'est que d'avoir une passion, et de peut-être potentiellement ne pas suivre le chemin préétabli par ses parents, et en fait elle cherche un peu à savoir ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, et ça va être toute une quête où elle va grandir, évidemment forcément elle est dans l'adolescence, donc il y a tout ce passage entre
cette adolescence et ce passage vers l'âge de jeune adulte, découvrir qui on est, quels sont nos goûts, quelles sont nos envies, nos passions, qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard. Donc franchement c'est pas mal, j'ai beaucoup aimé et c'est un animé qui va aborder plusieurs sujets, notamment avec un des personnages, on a quand même des sous-entendus d'agression sexuelle. Dans mes souvenirs, c'est relativement sous-entendu, mais ça peut être troublant si c'est des sujets qui vous triggerent. Donc voilà, je préfère prévenir, mais vraiment, j'ai kiffé cet animé. Et encore une fois, l'esthétique, magnifique. Donc ça, je vous le conseille vraiment plus. Je pense que c'est ce que j'ai préféré regarder là, ce mois-ci. Donc c'était à peu près tout hein, pour les séries animées, j'ai regardé et fini que ça. Et ensuite on va parler d'une petite reco YouTube, parce que encore une fois, au travail, j'avais besoin d'écouter des choses, de me divertir, etc. Donc j'ai découvert Les mots de l'imaginaire, qui est une chaîne YouTube spécialisée dans la littérature de l'imaginaire. Ça va, avec le titre on comprend quand même facilement. Puisque, comme vous le savez, comme je le répète depuis plusieurs bilans culturels, je me suis remise à la lecture et du coup là, au fur et à mesure de lire plusieurs bouquins, mes goûts commencent un peu à s'identifier et à s'affirmer, et c'est vrai que j'ai plus d'attrait pour ce qui relève de l'imaginaire. Ben ça c'était pas tellement étonnant me connaissant. Du coup, j'étais à la recherche de recommandations de livres en dehors du young adulte, en dehors de la romantasy, etc. Même si c'est aussi des choses que j'aime bien, mais j'avais envie de découvrir des mondes plus construits, plus développés, plus avancés, etc. Enfin, voilà. Et du coup, je suis tombée sur cette chaîne sous recommandation de ma collègue. Donc merci à elle, puisque en fait on a fait que écouter ça pendant le chantier. Je pense qu'on a dû se refaire toutes les vidéos, il y en a beaucoup, mais on en a écouté énormément. Je vous recommande vraiment plus, parce que ça m'a quand même pas mal aidé à savoir un peu vers quoi j'allais me diriger, et à définir de potentielles futures envies, mais j'ai encore pas mal de livres à lire. Donc voilà, et du coup, transition toute trouvée pour vous parler des livres que j'ai lus ce mois-ci. J'en ai fini aucun. J'en ai 3 en cours, donc je vous les mets là, et ils arriveront mes retours arriveront dans les prochains mois. Et notamment Les Aventuriers de la Mer. Ma collègue me l'a conseillé, et j'ai vu aussi le retour des mots de l'imaginaire, et ça m'a donné vraiment trop envie de lire cette saga. Surtout que j'avais un peu envie de, je sais pas, de piraterie, de trucs un peu comme ça, là, à l'approche de l'été, peut-être qu'un jour il arrivera. Mais voilà pour ça, et on va pouvoir parler un peu plus longuement des expositions maintenant, puisque j'ai enfin fait des expos. Wouh! Donc le mois dernier, vous n'avez rien eu niveau expo, mais là, ce mois-ci, je suis allée à Pompidou et j'ai tout enchaîné. J'ai enchaîné tout ce que j'ai pu enchaîner, donc on va en parler un petit peu plus. Je vais commencer tout de suite par le plus connu, qui est Constantin Brancusi, qui a une rétrospective, enfin une expo monographique assez énorme. Le truc, tout de suite, que je vais dire, c'est que j'ai visité cette exposition à un moment où il y avait énormément de monde, ce qui fait que mon appréciation de l'exposition est quand même pas très bonne, parce que l'environnement n'était pas bon pour la visite, tout simplement, et qu'en plus de ça, je suis pas forcément très sensible aux œuvres de Brancusi. Donc, il y avait un peu pas beaucoup de facteurs pour que je surkiffe cette exposition. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus, et je pense vraiment que l'affluence a joué beaucoup sur mon avis, mais je vais quand même vous en parler. Donc Brancusi est un artiste sculpteur principalement, mais pas que, roumain, qui vient en France, attendez parce que j'ai fait mes fiches, qui vient en France dans les années 1900, je crois que c'est 1904 si j'ai retenu ce que j'ai écrit sur ma fiche récapitulative. Donc il arrive à Paris, il va arriver dans l'atelier de Rodin, il va être son assistant pendant quelques temps, mais au final il va en partir en 1900... Ah attendez, je crois qu'il arrive en 1904 à Paris. L'atelier de Rodin, il y arrive... Je ne sais plus s'il y arrive en 1907 ou s'il part en 1907 de l'atelier de Rodin, mais
peu importe, vous vous en fichez de toute façon. Donc là n'est pas la question. Il quitte l'atelier de Rodin parce qu'il a envie de voler de ses propres ailes, et surtout parce qu'il n'a pas du tout la même approche que Rodin pour la sculpture. Pour Rodin, c'est au sculpteur d'imposer les formes à la matière, sauf que Brancusi, lui, bah c'est l'inverse. Pour lui, c'est la matière qui suggère des formes, des possibilités à l'artiste. Donc forcément, il pouvait pas trop s'entendre sur ce point-là, et il a préféré partir et voler de ses propres ailes, donc l'expo, elle va revenir sur ses diverses influences, que ce soit les arts d'Asie, les arts d'Afrique, les arts traditionnels de la Roumanie. Après, ce qui est intéressant, c'est que même s'il est attaché à des traditions de son village, notamment en Roumanie, bah, il va aussi s'intéresser aux nouvelles choses et aux nouvelles formes, notamment aux formes aérodynamiques de l'aviation, ce qui va donner des sculptures quand même très impressionnantes de par leur taille, quand même. Lui, son truc, ça va être aussi le mouvement, le travail de la lumière. C'est pour ça qu'on a certaines sculptures en métal où en fait où on peut voir son reflet, etc. Il aime aussi que ces sculptures soient vraiment toutes lisses. Donc ça c'est quelque chose qui se faisait pas trop, que ce soit la taille directe. Donc en fait il taillait directement dans la matière finale de sa sculpture, et il passait pas par le modelage avant sur des petites miniatures en argile ou ce genre de choses, en terre cuite, etc. Lui il y allait directement. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit résumé. C'est de l'art moderne, donc je peux comprendre qu'il y ait quelques petites réticences. Ça reste, même si parfois ça peut être un peu abstrait, il y a quand même des choses qui restent reconnaissables. Peut-être que vous l'avez connu aussi via le procès qu'il y a eu aux États-Unis dans les années... je ne sais plus combien, 1927 peut-être le procès. J'essaye de me souvenir là de la fiche que j'ai faite pour le concours, mais je crois que c'était 1927 le procès, où en fait une des œuvres de Brancusi, l'oiseau, arrive aux États-Unis, il me semble pour une expo. Faut vraiment que je bosse le procès Brancusi, mais je crois que c'était pour une expo. Et la douane américaine fait il y a des taxes à passer, parce que ça, vous allez pas me faire croire que c'est une œuvre d'art, ça c'est un objet industriel qui va servir. Là, c'est de l'importation de biens industriels, ce n'est pas possible, là il y a une taxe à payer, Coco. Sauf qu'il est en mode, bah non, c'est une œuvre d'art, c'est mon oiseau, c'est pas... Enfin là, je vois pas quelle pièce industrielle ça peut être, là c'est un oiseau. Et du coup, bref, va avoir un procès, et ce procès est important parce qu'on va avoir une redéfinition de ce qu'est une œuvre d'art. Donc c'est quand même un moment assez important. Pour ce qui est de l'expo, après m'être étalée sur Brancusi, alors l'expo, ce qui est plutôt cool, c'est que on a, en fait, il a fait plusieurs versions d'une même œuvre, et on en a quand même beaucoup qui sont réunies. Ce qui est quand même assez rare d'avoir plusieurs versions d'une même œuvre réunies au même endroit. Donc ça c'est plutôt sympa. Le problème, je dirais, c'est que Brancusi, son truc c'est le mouvement. Le fait aussi en tant que spectateur d'être en mouvement autour de ses sculptures, d'en faire le tour, etc. et de voir les variations et les différentes positions, on va dire, et formes quand tu tournes autour de la sculpture. Sauf qu'il y en a beaucoup, pour des raisons de sécurité bien entendu, où on ne peut pas faire le tour. Ce qui est un peu bête pour de la sculpture, puisque c'est un art 3D, donc c'est bien de pouvoir faire le tour et de voir sous différents angles. Mais on peut comprendre aussi pour des raisons de sécurité, et au vu en plus de l'affluence, je peux comprendre. C'est pas une exposition qui m'a plus touchée que ça, mais je pense que si vous êtes en histoire de l'art et que vous avez besoin de réviser sur Brancusi, allez-y. Mais c'était pas forcément ce que j'ai préféré, je vous avoue. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu Hervé Di Rosa, qui est un artiste français originaire de Sète, qui a aussi une petite rétrospective. Lui, il a été plutôt... on va dire, il va connaître un gros succès dans les années 80, donc là on est vraiment sur une autre époque, et puis vous allez voir, c'est vraiment quand même un autre style. Et son truc, c'est la BD, les comics, la pop culture finalement. Et ce qui va l'intéresser, c'est de mettre sur le plan de l'art, de la pop culture. Voilà, il va se créer carrément toute une mythologie avec différents personnages.
Et il va avoir un énorme projet qui va être de collaborer avec des artistes à travers le monde pour découvrir des nouvelles techniques et mettre en avant des techniques artistiques qui sont pas forcément très connues en France ou en Occident. Donc par exemple, il va partir au Vietnam pour apprendre l'art de la laque, il va partir en Roumanie pour apprendre comment sont façonnées les icônes avec les fonds dorés, etc. Bref, il va voyager, enfin ça va être vraiment un gros projet dans sa vie qui est toujours en cours, et là en ce moment c'est plutôt Lisbonne au Portugal. Et son truc ça va être de mettre en avant l'art modeste et de montrer que c'est aussi de l'art et qu'il y a une véritable valeur aussi, et que ce n'est pas que l'art académique qui mérite ses honneurs. En gros, c'est ça. Moi déjà, ça m'a beaucoup plus parlé parce que forcément, tout ce qui va être esthétique un peu graffiti, pop culture, comics, etc., c'est un truc qui me touche plus. Notamment, dans une vitrine, on avait une partie de sa collection de figurines avec des Batman, Léviator, etc., etc., et plein de super-héros et autres personnages de BD. Déjà, quand j'étais dans le musée, c'est le premier truc qui a attiré mon œil, voilà. Donc moi ça m'a beaucoup plus parlé, et en plus de ça c'est aussi des œuvres qui sont extrêmement colorées, et moi ça, les choses colorées logiquement ça touche un petit peu plus mon œil. Donc voilà, et pour finir, la dernière expo que j'ai faite c'était aussi une monographie qui est sur Vera Molnar, qui est une artiste hongroise qui va venir en France avec son mari mathématicien, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est tout simplement la première artiste en France à utiliser un ordinateur pour créer de l'art. Donc, un peu une figure importante hein, pour l'art numérique, ce genre de choses. En fait, avant de découvrir les ordinateurs, elle faisait déjà des programmes en fait dans sa tête. Des programmes où elle faisait varier des variantes. Franchement, je suis nulle en maths, je suis nulle en informatique et tout. Donc ne m'en voulez pas si mes explications sont un peu bancales. Mais en gros, elle faisait déjà des programmes dans sa tête. Et là, bam, dans les années 60, elle découvre le premier ordinateur IBM. Et là, elle demande est-ce que c'est possible que je puisse l'utiliser pour faire rentrer mes programmes et faire que l'ordinateur, via mes programmes, dessine des motifs, etc. Et donc, c'est en 68 qu'elle fait son tout premier dessin par ordinateur. Et c'était... Alors, moi, c'est un art qui ne va pas me toucher, je suis assez hermétique à ça parce que c'est ce qu'elle aime dans cet art ordinateur, c'est que il n'y a pas de place au hasard, ça laisse pas la place au hasard, tout est contrôlé et tout est très figé en fait, enfin moi je le vois comme ça, c'est très figé, c'est très hermétique et très froid et du coup c'est vrai que ça me touche un petit peu moins, mais bon, je ne sais pas, peut-être que pour ceux qui aiment beaucoup l'art numérique ça va un peu plus vous parler. Mais sinon, il y avait une œuvre que j'avais trouvée intéressante, c'est celle-ci. Alors là, vous dites super, plein de formes de carrés un peu chelous et des variations, c'est génial. Mais en fait, elle se base sur une gravure de Dürer, où dedans on a le carré magique où chaque ligne égale 34. Et du coup, elle a été fascinée par ce petit carré et elle a repris cette forme-là. Et elle a fait varier en fait les directions sur ces 16 points et à chaque fois il fallait s'arrêter sur un de ces 16 points. Je sais pas si c'est clair mais du coup voilà, je pense avec une illustration ça sera peut-être un peu plus clair. Et du coup ouais, ça j'ai bien aimé, mais ça c'est mon côté peut-être geek histoire de l'art où forcément il y a une ref à une œuvre ancienne, donc tout de suite mon cerveau est content. Mais voilà, c'est quand même très intéressant, c'est quand même une figure importante qui a émergé très tard dans sa carrière, enfin qui s'est fait connaître très tard dans sa carrière alors que pionnière quand même dans ce domaine. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout ça est à Pompidou et notamment pour les jeunes, vous avez pour les moins de 25 je crois, peut-être que la limite d'âge est plus élevée, je ne sais plus, mais vous avez la possibilité d'avoir une carte à 20 € qui vous donne accès
sur un an à toutes les expositions. Étant donné que le prix d'une expo à Pompidou est très vite cher, cette carte est très vite rentable et ça vous donne accès aussi à des événements, ce genre de choses, plus d'avoir un coupe-fil quand vous allez à Pompidou qui est très fréquenté. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je crois que j'ai bien tout résumé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait ce mois-ci, ça m'intéresse toujours. Notamment, je suis toujours à la recherche de documentaires, de séries et de films à regarder. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère pour du Dilili à Paris et d'autres analyses d'œuvres d'art dans ce film, je l'espère. Je sais pas si j'aurai le temps, mais on va croiser les doigts. Donc on se voit normalement la semaine prochaine. Salut!